Donc bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour la table ronde qui sera consacrée au thème de la machine chez Robert Heinlein. Donc sur ce sujet-là, je ne sais pas si ce sera l'occasion pour vous peut-être de connaître, de mieux reconnaître ce grand auteur qui est un auteur majeur de la science-fiction, qui a été reconnu comme le premier grand maître par ses pairs, grand maître de la science-fiction, qui est auteur à la fois de nouvelles, qui ont été recueillies notamment dans les histoires du futur, également l'auteur de romans pour la jeunesse, notamment dans les années 50, et de nombreux romans, donc au moins 4, ont reçu des prix Hugo, donc la plus haute reconnaissance de la science-fiction. Bon, pour parler de cet auteur et nous faire partager la reconnaissance, donc je vous présente François Rouillet, qui est un auteur suisse, qui est l'auteur d'abord d'essais, fiction et sans vous voyager dans la science-fiction, mais depuis cette année, un auteur reconnu d'un grand roman en 2 volumes, donc Métakine chez La Talente, donc indication et contre-indication, qu'il a également, parce qu'il est également illustrateur, illustré dans la très belle exposition que l'on peut découvrir aux Utopiales. À côté de lui, je la présentais quand même si ça a été notre grande maîtresse à tous, lors de cette première Utopiale pour elle en tant que déléguée artistique. C'est Jeanne Adebas, qui est auteure de science-fiction, de fantaisie urbaine, de romans pour la jeunesse, dont Pixel Noir, cher à notre cœur, qui a reçu le prix des Utopiales, et qui est également une grande amatrice d'Heinlein. Et à côté d'elle, donc Eric Pichel, physicien, au CNRS à Nice, spécialiste en optique non linéaire et quantique, essentiellement les lasers et les fibres optiques, qui est également le co-auteur avec Hugo Bellagamba d'un essai sur Heinlein, Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein, et qui est également membre de la Heinlein Society. Donc je voudrais peut-être commencer cette table ronde sur le thème de la machine, en leur posant à chacun d'eux, en commençant par Eric, quelle est leur machine préférée dans l'œuvre de Robert Heinlein? Pour moi, qui suis évidemment un admirateur inconditionnel de Robert Heinlein, mais aussi un passionné d'espace, ça sera incontestablement la torche. Robert Heinlein a inventé un très grand nombre des tropes SF. On peut dire que c'est quasiment l'un des pères de la science-fiction moderne et qui a inventé beaucoup de procédés narratifs, mais il a aussi inventé beaucoup de machines qui ont été reprises par les générations successives d'auteurs, en particulier la torche, le vaisseau torche, qui est le vaisseau paradigmatique qui nous permet d'explorer le système solaire et les étoiles. Et pour moi, certainement ma machine préférée, parce que j'aimerais avoir mon vaisseau torche personnel pour aller sur Mars de temps en temps, quelques jours, mais aussi pour son influence sur la science-fiction en général. Alors pour moi, c'est une machine biologique. C'est Vendredi. C'est un androïde, enfin c'est un androïde, non. C'est une femme artificielle biologique créée en laboratoire. Et c'est comment dire, c'est le personnage de femme qui m'a donné envie d'écrire. Parce que jusque-là, dans la science-fiction, je ne trouvais comme protagoniste que essentiellement des mâles. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était frustrant pour moi. Et d'autre part, Vendredi, cette femme qui a été créée pour être un esclave, m'a fait me poser des tas de questions qui sont totalement contemporaines, notamment celle du consentement. On ne demande pas forcément son avis à Vendredi, et elle s'interroge sur comment est-ce qu'on peut recevoir le non-refus de l'être par le partenaire. Voilà. Quant à moi, les machines chez Heinlein qui sont restées un peu dans ma mémoire, parce que d'une part, je ne suis pas un Heinleiniste très distingué, et d'autre part, les dernières lectures de Heinlein que j'ai faites, ça remonte déjà à quelques années, mais je me souviens en particulier des machines qui sont des éléments d'augmentation du corps humain. Je me souviens en particulier des machines guerrières dans Starship Trooper,
qui sont des espèces de procédés que l'on ajoute aux membres pour des exosquelettes que l'on ajoute aux combattants pour les rendre plus efficaces. Et c'est, à mon avis, une des premières fois dans la science-fiction où on a vu ce genre de gadget. On le voit aussi, je crois, dans son autre roman Révolte sur la Lune, où un des protagonistes étant handicapé, il a un bras artificiel et une prothèse assez élaborée. Donc cet aspect réalité augmentée et corps augmenté m'est resté comme élément de machine chez Heinlein. D'ailleurs, Manny, le personnage dont tu parles, il ne se dit pas du tout comme handicapé. Son bras artificiel qui peut choisir de changer à son gré suivant ses activités, y compris les activités ludiques et interpersonnelles, on va dire, pour lui c'est une augmentation réelle et pas du tout un handicap. Nous avons tous les trois répondu à la question sur la machine dans la fiction de Robert Heinlein. J'aimerais souligner que l'œuvre de Heinlein ne s'arrête pas là. Heinlein est évidemment un écrivain professionnel de science-fiction. Il a 50 ans de carrière, 50 ans d'œuvres majeures. C'est aussi au départ un homme politique. Sans refaire sa biographie, il a d'abord été officier, puis il a fait tenté d'être élu comme député socialiste autogestionnaire en Californie, dans le mouvement épique d'Upton Sinclair. Mais c'est quelqu'un qui a été passionné par la politique toute sa vie et qui n'a pas hésité à certains moments à utiliser sa fiction pour changer le monde, véritablement. Et c'est l'un des très rares auteurs du XXe siècle, toutes catégories confondues, qui ait effectivement eu une influence tout à fait significative sur la politique de son temps et sur la vision de la science et de la technologie au XXe siècle, en seconde moitié du XXe siècle. Et pour moi, il y a deux machines qui, pour le coup, ne sont pas des machines fictionnelles, que j'associe aussi très directement à Robert Heinlein. La première, c'est la bombe. Robert Heinlein, je disais, a commencé par faire de la politique et s'intéressait à... Et c'était un socialiste. Donc s'intéressait aux mouvements sociaux, s'intéressait à l'économie, à ce genre de choses. Pour lui, l'événement majeur du XXe siècle, à tout point de vue, celui qui détermine absolument tout le reste, c'est Hiroshima. C'est l'invention de la bombe atomique. Plus rien ne peut être pareil après Hiroshima, après l'invention de la bombe atomique. Avant, on peut s'intéresser à la politique locale, on peut chercher à voir comment améliorer les choses dans son coin. Du jour au lendemain, à partir du moment où il existe des armes de destruction massive, à partir du moment où l'humanité s'est dotée de la capacité de se détruire elle-même, plus rien d'autre n'a d'importance en quelque sorte. Et il consacre plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale à construire ce qu'on a appelé ensuite la fédération des physiciens atomistes. Vous connaissez probablement l'horloge qui donne les quelques minutes qui nous restent avant la fin du monde, qui a joué un rôle tout à fait majeur dans les politiques internationales de contrôle de la bombe atomique. Heinlein a joué un rôle tout à fait influent là-dessus, et ses fictions étaient très lues et très commentées à Los Alamos. Et l'autre grande machine heinleinienne, en quelque sorte, c'est la fusée. Dès la fin de la guerre, il essayait de promouvoir des missions lunaires. C'était une quasi-banalité pour des amateurs de science-fiction. Depuis l'avant-guerre, tout le monde rêvait de fusée, tout le monde rêvait d'aller sur la Lune. On avait des machines qui étaient, les V2 qui sont des armes, mais les générations suivantes de fusées conçues par Bernard von Braun, qui n'a pas pu le développer pour l'armée allemande, mais qui l'a ensuite développé pour les États-Unis, de toute évidence pouvaient mener assez rapidement à la Lune. Ce qui coinçait, c'est que les Américains n'étaient pas prêts à y aller. Aucun homme politique américain, juste après la guerre, n'aurait osé dire à ses condisciples, à ses citoyens, maintenant, après avoir sué sang et eau pour soutenir l'effort de guerre, il faut encore verser au pot, encore payer des impôts pour aller sur la Lune. C'est un discours qui n'était pas audible. Accessoirement, c'est un discours qui n'est pas beaucoup plus audible aujourd'hui. Les citoyens français et américains n'ont pas très envie de payer des impôts pour une grande aventure spatiale. Et Robert Heinlein a consacré quasiment les 10 années qui ont suivi à militer très puissamment, en particulier en se servant de sa fiction, pour rendre possible le voyage vers la Lune. Et la fusée lunaire est pour moi la machine heinleinienne par excellence, qu'on retrouve par exemple dans Destination Moon, qui est un des premiers très grands films de science-fiction réaliste en 1950, et qui a offert cette image de la fusée et qui l'a fixée très durablement dans l'imaginaire américain, par tous ses romans pour la jeunesse, par un très grand nombre de nouvelles qu'il a publiées
dans des revues ou dans des journaux à très très grande diffusion. Mais la machine fusée dans l'imaginaire américain des années 50 et celle qui a donné Saturne V et les fusées qui sont effectivement allées sur la Lune, pour moi ce sont des machines alien.